va? Français, anglais, comme tu veux. On va faire en français, si c'est possible. C'est toi qui gères la télécommande, on va s'asseoir. Je vais essayer. Alors, C'est on compliqué. s'assoit. Allez, apparemment, là, un petit peu à gauche, ça devrait, Bon, le premier le faire. slide, ça le fait. Dreamscape Immersive. Alors, on a pas mal entendu parler de cette société. C'est une histoire assez extraordinaire. On va la découvrir ensemble. Vous êtes patron de la stratégie de cette entreprise. Je vais vite retrouver mes notes. Qu'est-ce que vous faites alors, Dreamscape Immersive? On voit que le logo, c'est justement un casque de réalité virtuelle. Oui, alors c'est parfait. Donc, vous venez juste d'expliquer ce que c'est que la VR. Donc, nous, on est en train de développer ce qu'on essaye d'appeler le 4e format du cinéma. Donc on connaît les films en 2D, donc voilà, on va voir un film en 3D, c'est génial. Après on peut le voir en IMAX, et nous ce qu'on essaie de faire maintenant avec l'arrivée de la VR, c'est de permettre au public de rentrer dans l'écran, devenir un peu l'acteur de son propre film. Alors comment ça se passe concrètement de rentrer dans l'écran? Alors ça c'est, alors je vais essayer de pointer, ça. voilà, d'illustrer ça. Il faut recliquer pour que la vidéo se lance. C'est bon. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des marqueurs sur les mains, sur les pieds, de mettre un casque de réalité virtuelle, un backpack PC, et avec un système de motion capture, donc c'est ces systèmes que vous connaissez certainement, qu'on utilise pour faire des films d'animation, on arrive à repérer les objets, les personnes dans l'espace, et ensuite on arrive à les plonger dans un environnement virtuel. Alors ça, ce qu'on voit, juste Ronald, pour revenir, donc ce qu'on voit à gauche, si on peut revenir en arrière, ce qu'on voit à gauche, c'est ce qui se passe dans le monde réel. Ce qu'on voit au milieu, c'est ce que comprennent les ordinateurs, c'est-à-dire qu'ils vont analyser les gens, les humains, comme des avatars, et ce qu'on voit à droite, c'est ce que vit le joueur. Exactement. Le joueur et les joueuses. Voilà. Et là, donc on va pouvoir le voir. Donc ce qu'on voit projeté derrière, ou ce qu'on voit maintenant, c'est ce que le joueur voit. Et dans le coin à droite, c'est la réalité. Donc là, on voit qu'on est dans un espace complètement vierge, dans notre studio de développement à Genève. Et on a un certain nombre d'objets qui prennent vie et prennent forme dans l'environnement virtuel. Donc il y a une correspondance entre le monde physique, c'est-à-dire que si je vais arriver vers un mur, je vais me taper le mur dans le monde physique, et le mur sera au même endroit dans le monde virtuel. Exactement. Et en fait, ça ouvre des possibilités qui sont incroyables, parce que le cerveau, très rapidement, oublie que ce n'est pas la réalité. Il sait bien que c'est pas réel, il sait très bien qu'on n'est pas dans Dark City, dans un environnement futuriste, un peu 5e élément. On sait très bien qu'on n'est pas sur une plateforme qui vole, mais pourtant, on sent le mouvement, on sent qu'on est en train d'avancer. Voilà. Et c'est en fait la combinaison du fait qu'on arrive à voir son corps, donc voir son avatar, donc on a un référentiel dans l'espace, qu'on puisse toucher des objets, qu'on puisse se toucher. Mais on voit. Mais à plusieurs en plus, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on je peux donner un objet à quelqu'un qui est dans le même jeu que moi, et il ou elle va sentir l'objet et avoir l'impression de le porter. Exactement, et je crois qu'un tout petit peu plus loin, ou je ne sais pas, peut-être c'était avant, on voyait un moment, il se jetait une torche. Ouais, voilà. Exactement. En fait, quand on y pense, c'est incroyable, parce qu'on est aveugle, donc on voit rien du tout de l'environnement réel, et pourtant on arrive à rattraper un objet qu'on lance. Et donc ça, c'est lié justement avec une technologie qui essaie de réduire au maximum la latence, pour que ça soit aussi proche de la réalité que possible. C'est quoi les défis d'une technologie comme ça? Enfin, il y a une puissance de calcul qui est phénoménale. C'est quoi? C'est de situer les gens dans l'espace, c'est d'avoir une correspondance entre ce que je vois. Enfin, il faut calculer tout très très vite pour me donner l'image quasiment en temps réel. Alors, ouais, ça c'est un des gros défis, c'est la latence. La latence, on sait qu'au-delà d'un certain nombre de millisecondes, le cerveau va avoir la déconnexion entre l'action qu'on fait physiquement et la réalité. Et du coup, quand on voit cette différence, c'est comme, vous vous souvenez à l'époque, quand on appelait aux États-Unis, qu'on devait attendre 2 secondes pour avoir le retour, c'était un peu compliqué. Et là, c'est la même chose. Donc le cerveau, quand on arrive à réduire cette latence au maximum, il va vraiment croire que c'est la réalité. Ouais. C'est bizarre, c'est impossible, il faut vraiment l'expérimenter pour comprendre, mais c'est ça, on arrive à mentir au cerveau. Ça reste une technologie aujourd'hui qui est assez lourde, on voit qu'on ne peut pas le faire partout, enfin, on a l'impression de deviner qu'il y a des capteurs un peu partout dans la salle, qu'il y a quelque chose qu'on doit porter, vous avez dit un backpack PC, donc ça veut dire un PC qui est en autonomie niveau énergétique, c'est ça, parce qu'on ne peut pas être branché. Et justement, votre travail, ça va être d'amener ça
sur quelque chose de plus réduit, de plus facile à déployer, de portable Alors ça c'est clair, pour l'instant on est tout au début de cette technologie, donc ça évolue aussi extrêmement rapidement. Pour l'instant, enfin, les premières versions, on avait des résolutions qui n'étaient pas extraordinaires, donc on voyait vraiment encore bien les pixels. Et on voit que assez rapidement, on arrive à des résolutions qui vont être assez proches de la résolution de l'œil humain. Donc là on parle de, on va dire 4-5 ans, on va avoir des casques de réalité virtuelle qui vont avoir un field of view qui va être suffisamment grand pour un field of view, c'est un champ de vision, c'est-à-dire que c'est un des enjeux quand on a un écran devant les yeux, c'est que forcément à un moment l'écran s'arrête, et donc quelle est la largeur, sachant que plus c'est large, plus c'est compliqué à calculer, mais plus c'est immersif. Voilà. Et donc voilà. Et ensuite, l'autre chose, c'est la résolution pour qu'on voit plus ces pixels. Mais naturellement, ça demande de la puissance de calcul, donc ça demande des ordinateurs toujours plus gros. On est en train de les transporter sur nous. On n'a pas envie de transporter quelque chose qui pèse 20 kilos. Et bien sûr, très rapidement, on va réussir à streamer ces informations. Donc, on n'aura plus du tout d'ordinateur sur soi. L'information va être directement streamée sur le... Pour qu'on puisse jouer à distance avec des gens qui sont physiquement voilà, pas avec nous. Ça, c'est une technologie qui est donc partie de Genève, inventée à Genève. Exactement. Donc, la fondation Artanim, qui a été créée par Cécilia Charbonnier et Sylvain Chaguet. Que j'avais reçu à Lift il y a 7 ans, je crois. Exactement. C'est donc un institut de recherche privé qui travaille sur le corps en mouvement. Donc en utilisant ces technologies de motion Donc capture. au début, cette technologie, c'était pas du tout le but d'arriver vers le cinéma. Pas du tout. Alors c'était pas du tout. Voilà, là on voit toutes sortes d'applications qui sont plutôt dans un domaine médical pour faire, voilà, de comprendre justement tout ce qui est sport medicine, de comprendre en fait, d'avoir une vision qu'on a actuellement avec des IRM qui est statique, mais d'avoir cette vision en mouvement. Donc voilà, donc c'était en développant toutes ces choses que finalement Cécilia et Sylvain ont développé cette technologie qui est la base de Dreamscape et qui était d'associer le fait de capturer le mouvement de la personne avec la réalité virtuelle. Et on s'est rendu compte un peu par hasard que le fait de combiner ces deux choses-là, ça donnait un résultat qui était exceptionnel et qu'on arrivait à mentir au cerveau. Donc, si on arrive à mentir au cerveau, qui est comme la machine la plus puissante qu'on ait encore aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Quelque chose qui est intriguant dans votre histoire, c'est que c'est le mot fondation. C'est qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre des innovations qui viennent d'une fondation. Pourquoi est-ce que c'était, ou c'est toujours une fondation Artanim, mais donc vous, c'est un projet, c'est une spin-off d'une fondation? Exactement, Dreamscape, c'est la spin-off commerciale d'une innovation de la fondation. Mais cette fondation était là pour promouvoir tout ce qui était motion capture et promouvoir justement la recherche dans ce domaine. Exactement, de la recherche. Ouais. Donc vous avez vraiment deux entités qui travaillent en parallèle avec, tout à fait, autour du même cœur. Ouais. Et alors, on commence à voir quelques photos. Il y en a une encore plus impressionnante après. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à Hollywood. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui se passe là-bas et comment vous êtes arrivé sur le radar des plus grands de l'industrie du cinéma. Alors c'est marrant, il y avait Arnaud qui parlait tout à l'heure, et en fait il se trouve qu'il y a plus de 20 ans on bossait ensemble, et moi je lui racontais toujours des trucs un peu barges, et c'était le seul à me croire, c'était le seul à me dire ouais mais tu as réussi à faire ce truc-là. Et voilà, et en fait, on va dire c'est un peu par hasard que ça se passe. Donc il y a cette technologie qui est inventée. On s'est dit, ok, voilà, on va faire quelque chose de chouette. Donc je rejoins Cécilia et Sylvain et on essaye de développer au niveau commercial. Donc tout de suite un retour média qui était exceptionnel, mais ça ne veut toujours pas dire de l'argent qui rentre dans les caisses pour passer d'un prototype à un produit. Et on était invité au Festival de Cannes, on était invité à Sundance. Donc voilà, ça c'est avec Robert Redford, Cécilia et Sylvain à Sundance, d'ailleurs qui se passe en ce moment. D'ailleurs les deux sont là-bas en ce moment. Et là-bas, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Kevin Wall, qui avait coupé la queue. On avait 14 de queue pour faire cette expérience. Voilà, il a réussi à couper la queue et il vient nous voir, il nous dit j'aime vraiment bien ce que vous faites. Voilà, moi je suis un investisseur, j'investis dans la réalité virtuelle. J'aimerais bien vous parler.
Génial, hein. Je regarde sa page Wikipédia, j'étais là, ok, d'accord, c'est sympa. Donc voilà, c'est la personne qui a produit tous les plus gros concerts au monde, les Live Aid, Live Earth, les Beatles, les Rolling Stones, etc. Qui était le premier investisseur de Facebook. Donc il était dans le garage avec Marc quand ils étaient 7, qui a créé la première boîte Internet aux États-Unis, qui a fait des choses incroyables, qui a créé le média en fait de la musique télévisée. Et là, vous lui avez dit, ça m'intéresse pas du tout de vous parler. Voilà, pas du tout. Alors, on a quand Rentrez même chez vous, monsieur. Arrêtez de nous embêter. on lui a rendu quand même la vie un peu difficile, mais je vous rassure, on l'a pas fait exprès. Il voulait absolument qu'on vienne à LA, mais Cécile enseignait, donc on lui a dit, ok, viens, on va venir dans 3 mois. Et il nous a dit, ouais, mais vous foutez de ma gueule, là, vous savez qui je suis. Et finalement, il a décidé, comme il a vu qu'on ne pouvait pas venir, de prendre l'avion, de venir à Genève. Il a emmené un de ses amis, Walter Parks, qui a créé DreamWorks avec Spielberg, qui a produit des gros films comme Gladiator, Minority Report, etc. etc. Il l'a fait venir, ils ont retesté la technologie. Donc là, vous n'avez pas ouvert la porte, il tapait sur la porte, vous avez dit, non, je veux vraiment pas vous voir. C'est ça, hein, l'histoire. Et en fait, Walter n'arrivait plus à se poser pendant 3 minutes sur un siège. Donc, on était dans d'autres petites salles de conférence et il était, ouais, est-ce qu'on pourrait faire ce truc-là? Donc, on voyait vraiment qu'ils étaient super excités. Et donc là, on se disait, ouais, c'est chouette, ils vont investir. On va finalement arriver à avoir l'argent suffisant pour en faire un produit. Vous aviez précommandé une Ferrari, d'ailleurs? Pas vraiment, non. Et donc 2 jours plus tard, je retrouve Kevin à Londres et il me dit ouais, finalement on va pas investir. Donc là j'étais ouais, bon là c'est mort quoi. On va bosser pour la boîte. Donc je lui dis ouais, mais vous foutez de notre gueule quoi. Et ils ont arrêté donc Kevin de produire tous ces méga concerts, etc. Walter fait plus que ça, donc voilà, ils sont tous les jours au bureau avec nous, enfin à Los Angeles. Donc voilà, c'est un peu une histoire un peu folle, un peu, mais c'est sympa. Vous êtes sympa. Alors justement, on a reçu un tweet de Mick Jagger, si je peux dire, à cet enfoiré de Ronald de nous rendre notre producteur. C'est ce qu'il a voulu dire. Vous n'êtes pas fait que des amis. Hein. Non. Ça a grandi. Alors, vous êtes la fondation Artanim. Ensuite, un spin-off, vous ne l'avez pas dit, mais c'était il y a 2 ans, je crois, à peu près. C'était assez rapide. Hein, voilà. Et puis là, vous cherchez du capital. Il y a cette rencontre, il y a cette relation un peu It's Complicated qui commence. Et aujourd'hui, tout a accéléré à une vitesse incroyable. Ça a grandi très, très, très vite. Je passe la slide suivante ou... Oui, bah, je ne suis pas du tout préparé, je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur le slide suivant, mais Harry Potter. Donc voilà, alors bon, là pour l'instant c'était juste la première partie de l'histoire. Hein. Donc forcément, donc, Walter qui est comme un des aristocrates d'Hollywood, donc fait venir tous ses amis. Kevin téléphone à Steven, je l'appelle Steven maintenant. Lui dit ouais, écoute, il faut First name basis. Est-ce qu'on peut appeler ce qui voudrait qu'on appelle Steven Spielberg maintenant? Allez, sors ton téléphone. Voilà. Et donc, Steven devient le premier investisseur aussi de Dreamscape. On a la chance d'avoir 3 des gros studios, donc la Warner, 20th Century Fox, MGM qui investissent, IMAX. Enfin voilà. Bon. On va dire que ça c'est un peu, voilà, c'était sympa comme aventure. C'était un peu le Et voilà, et donc en fait, ah non, il y a encore d'autres trucs. C'est vrai qu'on s'est dit, on a besoin d'un CEO, donc on va prendre le CEO de Disney quand même. Donc on a engagé Bruce Hogan, qui était le CEO de Disney Imagineering, donc c'est eux qui font tout. Et vous l'avez engagé, après vous l'avez licencié. Ça, c'était le luxe ultime. Non, on l'engage et puis allez, va-t'en maintenant. Il est toujours là, et en fait, il est toujours là. Il n'a pas eu de bol parce qu'en fait, il était parti un peu en retraite. Il s'était dit, ok, voilà, on a fini Shanghai. Il a dit, voilà, j'ai fait tout ce que je pourrais faire dans ce domaine. Il était parti pour faire un tour en voilier et il a eu la malchance de tomber sur Kevin qui lui a dit je crois qu'il faut que tu viennes tester ce truc. Il a bien aimé et voilà, maintenant il bosse de nouveau. Donc vous êtes passé de 3 à 12 000 employés? Non, pas encore, non. Là, pas encore, mais alors vous êtes basé entre la Suisse et les États-Unis. Qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert d'être entre les deux comme ça? Alors, en fait, ça a un avantage qui est assez intéressant.
Je vais prendre une métaphore, la métaphore d'une belle voiture. On parlait de Ferrari. La vie est un peu comme une boîte de chocolat. Voilà, exactement. Par exemple. Et en fait, aux États-Unis, ils sont super forts pour faire des magnifiques carrosseries. Enfin, ouais, c'est vraiment super beau. Ce qui est bien avec les carrosseries, c'est qu'au bout d'une année, quand il y a des égratignures de ça, on peut repeindre. Donc voilà, Et en Suisse, par contre, on est vachement plus précis. On est super bon pour faire des moteurs. Ça fonctionne. Mais pour une voiture, une carrosserie, voilà, on peut la repeindre. Le moteur, quand il fonctionne plus, il faut jeter la voiture. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. J'étais en train de faire une analogie avec la raclette. Je me demandais si c'est la croûte ou l'intérieur qui est le plus important. Alors ça, je sais pas. Moi, je préfère la croûte. Hein. Vous préférez la croûte. C'est marrant, moi j'aurais dit l'intérieur. Et ça prouvait le point qu'en Suisse, on fait des très bons intérieurs. Ouais. Non, des carrosseries un peu moins bien. En Suisse, on sait faire des moteurs qui sont nickel, qui fonctionnent vraiment bien. Et si on arrive à lier justement cette compétence qu'on a en Suisse, on a des ingénieurs, et voilà, c'est pas parce qu'on est en Suisse, on a des ingénieurs qui sont meilleurs qu'à la Silicon Valley. On a toujours cette espèce de truc, on se sous-estime. On va les laisser applaudir. Il y a un ou deux Suisses, je crois. Alors allez-y, applaudissez-vous. Voilà. Ouais. Ils sont chauvins, ces Suisses. Mais c'est une réalité. On a vraiment des ingénieurs qui sont super bons ici, qui sont meilleurs, qui sont moins chers que sur la côte ouest. Donc voilà, quand on arrive à mélanger ces deux choses, c'est quelque chose qui est génial. Aux États-Unis aussi, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est la prise de risque. En Suisse, voilà, en Europe d'une façon plus générale, on a une idée d'un projet. Peut-être qu'une année après, on va commencer à avoir un business plan. Peut-être qu'on va recevoir un peu d'argent 2 ans plus tard. Aux États-Unis, en 3 semaines, ok, c'est réglé, c'est une idée, on y va, on investit 1, 2, 3, 4 millions. Donc voilà, il y a cette prise de risque. Donc ça, c'est une énorme différence et qui est nécessaire pour le scaling aussi. Donc voilà, une deuxième chose, voilà, cette possibilité de scaler beaucoup plus rapidement. Et après, Hollywood, il faut leur reconnaître qu'ils savent comment faire du contenu. Et des chewing-gums. Ouais, et des chewing-gums. Elle est pas mal celle-ci. Hein. On l'avait pas préparée. Excusez-moi. Je suis désolé. Donc voilà, en termes de contenu, ils savent comment faire un blockbuster. Donc voilà, il y a des avantages à être ailé, il y a des avantages à être en Suisse. Et je pense que c'est en alliant justement toutes ces compétences, en étant une boîte réellement globale, en prenant le meilleur où ça se trouve, qu'on arrive à faire quelque chose qui est vraiment bien. Les prochaines étapes, là vous partez comme une fusée, vous êtes déjà très très haut. C'est quoi un peu les prochaines étapes pour vous ? Alors, pour l'instant, on a fait passer plein de gens à travers notre système, à travers des démos, peut-être 15 000 personnes, tous les plus grands réalisateurs, etc., et chacun était à chaque fois « waouh, c'est génial ». Alors, on va faire le nom des 15 000 personnes. Alors. Et par contre, on n'a pas encore vendu un seul ticket. Donc, comme je suis un peu suisse, donc voilà, c'est génial qu'il y ait plein de gens qui trouvent ça super, mais maintenant, j'aimerais bien voir des gens qui payent $15 le prix d'un billet de cinéma pour faire l'expérience. Et dans quelques temps, donc dans le premier trimestre de cette année, on va lancer la première venue, on ne sait pas comment vraiment l'appeler, c'est un multiplex de VR, enfin voilà, à Los Angeles, et avec le premier titre. Malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler ce que c'est, mais si vous regardez les journaux dans quelques jours, vous verrez ce que c'est. Et voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose de génial d'avoir bossé pendant plusieurs années et finalement de voir ça comme un produit qui est dans un complexe et de voir comment les gens réagissent réellement. Un des grands défauts justement de cette technologie-là, c'est qu'on ne peut pas prendre beaucoup de monde à la fois. Là, vous construisez un complexe, donc vous partez de zéro avec l'idée de peut-être accueillir beaucoup de gens. Combien vous allez pouvoir accepter de personnes en même temps ? Alors, il faut imaginer ça comme un multiplex. Donc, il y a plusieurs pods. Chaque pod peut prendre 6 personnes en même temps. Et en gros, il faut imaginer donc, ça avec une espèce de place du village central où il y a les pré-expériences, les post-expériences, le côté social. Parce qu'avant tout, c'est quelque chose... On utilise la technologie pour ramener les gens, les sortir de chez eux et faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent avoir des relations d'une personne à l'autre. Et ça, c'est une technologie qui permet de faire ça, qui permet de casser les barrières entre les gens, cette distance. Et donc, un de ces multiplex peut accueillir à peu près 1500 personnes par jour. Par jour, ouais, c'est énorme.
Voilà, oui, on est obligé. C'est beaucoup pour, plus que ce qu'on voit. Vous disiez tout à l'heure, il y avait 14 heures d'attente sur votre stand oui, à Sundance parce ouais. que justement, c'est les technologies, mettre le casque, il y a des problèmes d'hygiène. Voilà, et là, c'était une expérience où il y avait, qui était beaucoup plus petite, où il y avait 2 personnes qui pouvaient le faire en même temps. Dans les pods, il y a 6 personnes qui font l'expérience en même temps. Après, on multiplie le nombre de pods, donc voilà, ça devient comme un cinéma. Ça dépend du nombre de sièges qu'on y installe. Un truc très important à faire quand on fait la réalité virtuelle, c'est comme à la Maison Blanche, il faut interdire les smartphones. Parce qu'une fois que vous avez le casque, il y a systématiquement quelqu'un qui prend une photo de vous quand vous êtes comme ça. Là. Et qui vous shame sur les réseaux sociaux. Mais donc en fait, il faudra interdire les smartphones. Ou alors tout le monde en a une. Ouais, ça, c'est le truc le plus marrant. On prendra des photos à l'aveugle comme ça avec les copains. Ça, c'est en fait le truc le plus marrant, c'est de voir les gens en train de se balader dans un espace virtuel et de voir comment ils réagissent. Et forcément, les personnes de l'extérieur ne voient pas ce qu'ils expériencent. Et c'est toujours hyper drôle de voir ça. Est-ce que vous anticipez des problèmes de pickpocketing ? Alors, je t'avouerai que j'ai vraiment pas posé cette question-là, mais non, enfin, tout est bien organisé. Donc, avant de rentrer, il y a un locker où on peut mettre. Non, vous les volez à l'entrée directement. Excuse-moi, Ronald. Merci, Ronald Menzel. Merci beaucoup. Super.